Hello et bienvenue sur Allume ton biz, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello! J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode qui va être un petit peu différent de d'habitude. Alors vous le savez peut-être, si vous écoutez d'autres podcasts, vous l'avez peut-être entendu, on est en pleine semaine du podcaston. Donc pendant 7 jours, c'est plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Et comme c'est une superbe mobilisation, c'était tout naturel que Allume ton biz y participe. Et entre nous, j'ai pas hésité une seule seconde, c'était un grand oui du cœur. Pour tout vous dire, il y avait 2 causes en fait qui me tenaient particulièrement à cœur et que j'avais envie de mettre en valeur, mais il m'a fallu faire un choix. Donc vous avez peut-être déjà compris que l'éco-responsabilité, c'était une cause qui me touchait et j'ai déjà d'ailleurs eu des invités sur ce sujet et je continuerai sans doute d'en avoir aussi et d'en parler. Seulement voilà, aujourd'hui, je souhaitais en fait mettre en avant une autre cause qui me tient énormément à cœur. Une cause qui va peut-être vous étonner, qui va peut-être même détonner sur un podcast business et développement personnel d'entrepreneurs. Mais pour cet épisode, en fait, je me suis vraiment laissée guider par le cœur et par les tripes. Et en fait, c'était vraiment pour moi essentiel de lui faire cette place toute particulière en fait cette semaine. Cet épisode, du coup, donc, comme je vous le disais, il est un peu spécial, mais restez bien jusqu'au bout parce que c'est promis, malgré la thématique qui paraît distante, je vous promets que vous allez y trouver de la valeur à travers l'expérience que je vais vous raconter. Parce qu'en fait, les leçons que j'en ai tirées sont des leçons utiles aussi, qu'on soit dans la situation dans laquelle j'étais ou qu'on soit aussi une entrepreneure éthique et impliquée dans ce qui nous tient à cœur. Donc sans plus de suspense, la cause que j'ai choisi aujourd'hui de mettre en lumière, c'est celle du bien-être animal. Et pour ce faire, je vais prendre un format un peu particulier aujourd'hui, puisqu'en fait, j'ai décidé de traiter ça comme si je m'interviewais moi-même. Et qu'en fait, je vais me poser des questions que vous auriez pu me poser par rapport à l'expérience que j'ai eue, une expérience que j'ai eue en tant que famille d'accueil pour des chats. Première question, du coup, pourquoi je me suis investie particulièrement dans cette cause, de la cause du bien-être animal, et en fait, quel a été mon parcours? Alors, pour commencer, en fait, le bien-être animal, pour moi, c'est depuis longtemps, en tout cas, la connivence avec les animaux est là depuis longtemps, puisque déjà depuis toute petite, depuis toute petite, mes parents recueillaient, en fait, en tout cas, nourrissaient des chats sauvages, des chats qui abandonnés, errants, du coup, finissaient par souvent les adopter les uns après les autres. Et quand j'étais petite, on a eu jusqu'à 8 ou 9 chats, je crois, à la maison en même temps. Donc c'est pour vous donner une idée que j'étais entourée d'animaux déjà toute petite. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai développé aussi avec l'âge. J'ai vraiment, je vous ai déjà raconté aussi que j'étais pas forcément une enfant très j'avais pas beaucoup de camarades de jeu à cette époque-là. Du coup, en fait, c'est vrai que j'étais beaucoup avec des animaux. J'étais beaucoup notamment, du coup, avec les chats. Et en grandissant, du coup, alors quand je vous dis ça, à l'époque, donc mes parents habitaient dans un village, donc les chats étaient, quand je disais on avait des chats à la maison, c'était facile entre guillemets parce que ils étaient aussi à moitié libres. En fait, ils restaient pas, par exemple, pour dormir, ils sortaient sans arrêt. C'était surtout pour venir chercher à manger des câlins. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner une idée. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, avoir un chat, ça a toujours été associé à l'idée de avoir un chat en liberté. Donc, quand j'ai commencé à devenir étudiante et puis du coup habiter en ville et dans un appartement, j'ai eu pendant longtemps des scrupules à me dire que d'adopter un chat en fait, parce que j'avais peur que qu'il s'ennuie, qu'il se sente seul, enfermé, etc.
Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, en fait, finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'adopte un chat, enfin, en tout cas que le chat que j'adopte soit dans un appartement plutôt qu'il soit dans une cage à la SPA, par exemple. Et c'est ce qui m'a fait un peu basculer ça, plus aussi de voir d'autres propriétaires. Alors j'aime pas trop le mot propriétaire parce que on dirait que c'est associé à un objet, mais en tout cas de voir d'autres personnes qui avaient des animaux, des chats notamment, et du coup qui étaient quand même très heureux, les chats dans un appartement. Donc à partir de là, du coup, j'ai commencé en fait à chercher pour adopter du coup un animal, un chat. Et je suis, j'ai comment dire, en fait, je voulais pas forcément acheter un chat dans une animalerie ou quoi que ce soit. Je me suis dit pourquoi pas donner la chance à un animal qui a été abandonné ou en tout cas voilà, passer plutôt par un format d'association, en fait, d'association pour la défense des animaux, pour la défense des chats. Et du coup, après m'être renseignée un petit peu, parce que je voulais aussi une association sérieuse, je suis passée par l'AFELP, donc Association Féline de Cergy-Pontoise, puisque du coup à l'époque j'étais en région parisienne déjà, j'étais à Paris. Alors Cergy-Pontoise, non, c'était pas la porte à côté, mais c'était une association qui me paraissait très sérieuse, qui vraiment était qui m'avait semblé à la fois qui mettait disons en valeur à la fois la responsabilité des adoptants dans la démarche d'adoption, le fait que c'est un animal, c'est pas un objet, c'est pas quand on l'adopte pour la vie, etc. Ce genre d'éléments là. Il mettait aussi en avant l'adéquation du caractère du chat à la famille qu'il adoptait et en tout cas au milieu d'accueil de la famille qu'il adoptait, donc pour qu'il y ait une vraie belle corrélation, en tout cas que ça parte sur des bases plutôt saines. Et ils étaient aussi très sensibles, en tout cas ils menaient pas mal de campagnes de sensibilisation autour de la stérilisation et de la vaccination notamment. Donc bref, je suis passée en tout cas par cette association-là pour adopter donc notre premier chat qui s'appelle Andy. Ça fait déjà un paquet, je crois que c'était en 2015 maintenant, donc ça fait un sacré bout de temps. Et en fait, ce qui s'est passé après ça, c'est que quand on a adopté Andy, du coup, alors il s'est très bien plu avec nous et tout ça, mais à ce moment-là, j'étais pas à la maison du tout régulièrement. Je travaillais, mon mari aussi, donc en fait, il se retrouvait un peu seul et on sentait bien qu'il pouvait un peu s'ennuyer. Donc est venue l'idée de nous dire que finalement, est-ce qu'on n'adopterait pas un deuxième chat, ou en tout cas, parce qu'il y aurait pas une manière de proposer à Andy aussi une solution pour qu'il s'ennuie moins et qu'il ait un copain ou une copine de jeu aussi, ou avec qui ça se passerait, avec qui il passerait le temps aussi, avec qui ils occuperaient le temps où on n'est pas là. Et à l'époque, en fait, on a pas fait forcément le choix d'adopter un autre animal tout de suite. On s'est un peu laissé la possibilité aussi de se dire est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce qu'on est prêt ou pas à avoir un deuxième chat, parce que qui dit deuxième chat dit aussi pas mal de responsabilités, bien sûr. Donc pendant 20 ou 30 ans, pendant l'âge qu'aura le chat. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que il y avait ça, et puis il y avait aussi l'idée de se dire pourquoi pas en fait donner la chance à ce que ce soit pas forcément un seul chat, mais à ce que ce soit peut-être plusieurs chats. Et donc comme j'avais adoré la FELP et que l'association avec Andy s'était super bien faite et que l'expérience s'était très bien passée, etc., je me suis rapprochée d'eux pour en fait devenir à ce moment-là famille d'accueil. Donc famille d'accueil, ça veut dire quoi ? En fait, famille d'accueil, ça veut dire que à ce moment-là, en fait, j'accueille chez moi des chats qui ont été pris en charge dans un premier temps par l'association pour qui les a attrapés, qui les a peut-être qui en tout cas a fait les premiers la première démarche. Et je l'accueille chez moi jusqu'à ce que il y ait une famille d'accueil, ce qui est
une famille d'adoption qui soit intéressée par le chat en question et du coup qui vient chercher le chat chez moi pour pouvoir l'adopter. C'est un peu le principe. Et donc pendant ce temps-là, la famille, en étant famille d'accueil, on s'occupe du chat, on le nourrit, on le sociabilise, mais ça j'y reviendrai un peu. S'il y a des soins vétérinaires à faire, justement des stérilisations, des vaccinations, etc. Du coup, on va chez le vétérinaire aussi pour faire ces différents soins. Puis bien sûr on donne des nouvelles aussi à l'association, on explique un peu le profil de l'animal, comment il se comporte à la maison avec les autres occupants de la maison, etc. pour que du coup l'association puisse en faire une espèce de fiche d'identité un peu plus précise et voir justement avec quelle famille d'adoption ça pourrait coller. Donc voilà, du coup c'est comme ça en fait que je suis devenue famille d'accueil au sein de la FELP. Et donc la FELP, en fait, cette association, l'association féline de Cergy-Pontoise, ce n'est pas la seule association qui œuvre à faire ça sur le territoire français. Il y en a plein. Du coup, la FELP, en fait, elle est rattachée à un organisme notamment qui s'appelle la Confédération nationale défense de l'animal et qui aide justement ces différentes associations locales, elles d'un point de vue plutôt national, pour pouvoir aussi démultiplier comme un levier en fait de force sur les différentes associations. Deuxième question du coup maintenant, combien de temps est-ce que j'ai été famille d'accueil ? Alors, en tout, j'ai été famille d'accueil pendant environ 3 ans. En fait, je regardais un peu les dates du coup avant cet épisode. J'ai accueilli des chats chez moi de juillet 2016 à peu près à, on va dire, début 2020. J'ai eu la chance d'accueillir pendant ce temps-là 6 chats, du coup, qui ont pendant ces 3 ans, enfin c'est un peu plus de 3 ans de parcours. Quelles ont été les difficultés rencontrées du coup à être famille d'accueil pour ces chats ? Alors, dans un premier temps déjà, en fait l'association, comme je vous disais, c'est l'association féline de Cergy-Pontoise, qui est en fait géographiquement se situe vraiment dans la banlieue nord de l'Île-de-France, alors que nous on était plutôt situés au sud de Paris à cette époque-là, puis ensuite banlieue sud. Donc en fait géographiquement, mine de rien, on n'était pas à côté, ce qui voulait dire en fait, je précise ça parce que d'un point de vue de rapport avec l'association, ça voulait dire qu'on pouvait pas non plus y aller tout le temps. Donc c'est ce qui fait qu'en fait ils nous ont donné à l'adoption des chats qui, donné en tout cas comme à accueillir comme famille d'accueil, des chats qui avaient moins de chances malheureusement de se faire adopter que d'autres. Donc en l'occurrence, on n'avait pas de chatons par exemple, on avait plutôt des chats qui étaient déjà adultes, plus ou moins âgés, et donc ces chats qui ont un profil qui est plus délicat à faire adopter malheureusement, alors que je vais pas m'étaler sur le sujet, mais juste un point là-dessus, c'est que quand vous adoptez un chat adulte, en fait, il a déjà son caractère qui est établi, en gros. Et donc, vous avez moins de risque d'erreur par rapport à, justement, la bonne association avec votre profil qui vous êtes en tant que couple, avec ou sans enfants, avec ou sans autres animaux, dans un petit appartement, sans extérieur, avec extérieur, etc., etc. En fait, toutes ces choses-là, c'est plus facile de savoir si un chat adulte va s'y plaire ou pas. Donc voilà, ça c'était un des premiers points. Donc en tout cas, c'était qu'on avait donc des chats qui étaient plutôt adultes, donc qu'on gardait longtemps généralement. Donc alors il y a eu une exception, il y en a une qui est partie en 3 semaines, donc c'était très rare. Mais sinon, par exemple, on a gardé Scarlett pendant environ 1 an et demi, par exemple. Alors, autre difficulté aussi qu'on a eu, c'est que c'était pas forcément toujours des chats en tout cas, c'était des chats qui pouvaient avoir été un peu traumatisés, qui pouvaient avoir rencontré des difficultés avec les êtres humains. Et donc, par exemple, on a eu des chats qui étaient malpropres. Donc ça voulait dire forcément, pour être très précise, donc
on a eu des pipis sur le canapé, sur le lit, parce que certains des chats, au début, quand ils arrivent, ils sont hyper stressés. Ils sont un peu en panique, ils connaissent pas l'environnement, et puis ils ont vécu peut-être des choses avant aussi qui les ont pas mis en sécurité. Donc il a fallu faire preuve d'imagination aussi là-dessus. Donc pour les loulous qui étaient concernés notamment, on a acheté des thés spéciales, j'ai plus le mot, mais en gros qui protègent de l'humidité, qui sont comment on appelle ça, bref, un peu comme des pochettes plastiques qu'on mettait au-dessus de nos éléments qui pouvaient craindre. Et puis on a aussi, on a fait preuve de plein d'imagination et d'inventivité pour résoudre un peu l'urgence de la situation, et puis pour calmer, rassurer, apaiser aussi ces chats qui en fait c'était un un problème de peur et de manque d'assurance aussi qu'il y avait sans doute souvent derrière, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Donc je parlais tout à l'heure aussi de la notion de sociabilisation. Ça aussi, c'était une grande difficulté. C'est-à-dire que pareil, de la même façon, ces chats qui étaient stressés, qui avaient peur de l'humain, ça voulait dire que ils nous laissaient pas nous approcher trop. Donc ce qui était compliqué aussi, parce qu'après trouver une famille d'adoption pour des chats qui sont qui sont un peu sauvages en gros, c'est beaucoup plus difficile. Et puis ça veut dire que le chat, il peut potentiellement aussi s'enfuir. Donc l'idée aussi, pendant le séjour dans la famille d'accueil, avant que le chat soit prêt à l'adoption, souvent il y a une période, en tout cas pour ces chats-là, de sociabilisation, c'est-à-dire vraiment que le chat puisse se faire progressivement à la compagnie. Alors ça dépend des cas, mais d'autres êtres humains, d'autres animaux, etc. Donc là en l'occurrence, je vais vous donner tout l'exemple des êtres humains. Et donc on a eu des chats, par exemple certains qu'on n'a pas vus pendant plusieurs jours, voire semaines, je crois, avant de pouvoir voir un petit bout de nez, donc qui sortait. Bien sûr, on savait qu'ils allaient bien parce que la gamelle de croquettes descendait, etc. Mais en tout cas, voilà, ils étaient cachés, planqués pendant plusieurs jours. Ensuite, le premier les premiers contacts, il y en a eu certains, ça a été au bout. Alors avant ça, il y avait l'étape de, par exemple, être dans la même pièce que nous. Donc ça, c'était plusieurs semaines après. Puis ensuite, l'étape de se faire toucher. Là, on compte encore en semaines. Et puis les premiers câlins, là, ça compte en mois, etc. Donc vraiment, il y a toutes ces étapes-là de sociabilisation. Après, en termes de difficultés, il y a eu aussi, par exemple, c'est vrai que c'est aussi un peu d'organisation pour les vacances notamment, puisqu'en fait, comme on avait un chat à nous et un chat en famille d'accueil, il y avait en fait 2 systèmes de garde différents, un pour chacun, puisque du coup, notre chat, on se débrouillait par nos propres moyens, et le chat de l'association, c'était via l'association qu'il y avait des moyens qui sont organisés pour gérer ce genre de situation-là. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu quelques petites maladies aussi qui étaient en fait transmises du coup par le chat qu'on a accueilli à notre loulou à nous, à notre Andy. Donc le pauvre, des fois, il s'est retrouvé à choper la maladie de ses petits copains aussi. Par exemple, la gale des oreilles, pour ceux qui connaissent un peu. Alors que lui, il sortait pas et il demandait rien à personne. Mais bon, c'était malheureusement ça arrivait avec. Et puis voilà, et aussi il y a eu notamment, il y a eu 1 ou 2 fois en tout cas où il y a eu un peu des tensions aussi entre le chat qui arrivait et puis notre chat à nous. Donc une première fois, c'était un petit peu on va dire un peu de du conflit gentil, un peu presque on dirait des combats de virilité, un petit peu pour montrer qui est un peu le patron. Mais ça restait correct. Et puis une deuxième où par contre elle était carrément possessive, et en fait ça s'est pas bien passé avec notre chat. Du coup on a dû repasser par l'association pour leur dire que voilà, ça convenait pas, le match était pas bon, et donc du coup ils ont trouvé une autre famille d'accueil pour accueillir ce chat-là, où vraiment ça marchait pas avec notre chat.
Et donc du coup, c'est d'ailleurs un peu ça qui nous a poussé à arrêter à un moment donné, parce que du coup, finalement, on a décidé d'adopter un deuxième chat pour un peu plus de stabilité, parce que le nôtre commençait un peu à angoisser, en fait, peut-être du fait qu'il y ait justement ces allers-retours et qu'il se demande peut-être quand c'était son tour à lui, ou en tout cas, il s'amusait peut-être pas super bien non plus avec tous les chats qu'il y avait. Donc à un moment donné, on s'est dit on va stabiliser un peu tout ça et puis on va plutôt trouver un loulou qui matcherait pour qu'on l'adopte. Et c'est comme ça du coup qu'on a arrêté d'être famille d'accueil. Alors la question suivante, c'est la question que tout le monde me pose souvent, c'est mais est-ce que c'est pas trop dur de s'en séparer? Alors, c'est clairement c'est pas la partie la plus simple. C'est pas la partie la plus simple, surtout comme je vous ai dit par exemple Scarlett qui reste avec nous 1 an et demi. 1 an et demi, c'est long. On a de quoi vraiment s'accrocher, se raccrocher, s'attacher des deux côtés. Mais après, voilà, ce que je me disais, c'est je sais que l'association, elle choisit avec soin les adoptants des chats qu'on a en famille d'accueil. Donc ça veut dire que quand il y a des adoptants qui vont les adopter, ça veut dire que je sais, en tout cas j'ai une bonne sécurité du fait que ce chat-là sera dans une bonne famille, en confiance, en sécurité, aimé, avec des gens responsables. Première chose. Et la deuxième chose que je me disais dans ces cas-là aussi, c'est en fait, finalement, en lâchant prise, en tout cas sur cette relation avec ce chat-là, je n'aidais pas un chat, mais j'en aidais deux, puisque du coup, j'aidais à la fois le chat que j'avais accueilli pendant un moment et qui enfin trouvait sa famille pour la vie. Et j'aidais le deuxième chat qui, grâce à ce premier chat, pouvait prendre sa place un peu dans la famille d'accueil et du coup sortir du cycle de l'abandon et des cages ou des choses comme ça. Donc voilà, c'était ça qui m'aidait en tout cas à me dire que c'était ok de passer le relais, de passer le flambeau. Mais oui, j'avais le cœur gros, je peux pas vous cacher que par exemple le lendemain en tout cas juste après avoir fait adopter Scarlett, j'ai eu quelques petites larmes qui sont tombées. J'étais à la fois super heureuse pour elle, mais effectivement, oui, j'étais un petit peu triste aussi. Alors, à contrario aussi tout à l'heure, j'ai répondu à la question que c'est quoi les difficultés quand on est famille d'accueil, mais là peut-être vous avez commencé aussi à sentir un peu. Donc quelles ont été en fait les joies et les satisfactions que j'ai rencontrées dans cette expérience-là. C'est une tonne et demie d'amour parce que franchement tous ces loulous là, ils nous l'ont rendu en fait, ils nous ont énormément rendu en fait ce qu'on pouvait leur apporter aussi d'un autre côté. On en a eu deux qui, par exemple, nous faisaient des petits massages de crâne ou nous léchaient la tête. Quand on était, par exemple, assis sur le canapé, on les retrouvait derrière nous, derrière notre appui-tête. Et il y en avait un, du coup, qui nous léchait et patounait, et puis une autre qui se blottissait, par exemple, dans mes cheveux. Il y a aussi Scarlett justement qui était je pense un de mes gros coups de cœur aussi parce que finalement ça a été une grosse histoire parce elle faisait partie justement de ces chats avec de très grosses difficultés de sociabilisation au début où vraiment on l'a pas vue pendant très longtemps, la toucher ça a été le parcours du combattant et en fait après des mois et des mois c'est devenu un nounours sur pattes. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais elle était, elle avait de l'amour à revendre et à re-revendre. Et c'était une vraie usine à câlins. Elle ne s'arrêtait plus. C'était impossible de la faire s'arrêter. Limite, c'était moi qui en avais marre, alors que elle en voulait encore, quoi. Donc ça, c'est une énorme victoire en fait quand on voit les pas qui ont été faits, l'espace en fait entre le avant et le après. Ça c'était vraiment magique. Et voilà,
ça paraît long. Sur le coup, ça paraît très long, mais c'est tant de récompenses en fait aussi après ces moments-là. Quel parallèle je ferais avec le business aujourd'hui et quelles leçons est-ce que ça m'a apporté et que je peux transposer aussi en tant qu'entrepreneur? Alors, la première chose, en fait, j'ai réfléchi un petit peu justement avant de préparer cet épisode-là aussi. Mais la première chose, ça a été vraiment la patience. C'est clair que dans cette expérience-là, comme je vous disais, notamment par exemple avec Scarlett, mais ça a été le cas aussi avec d'autres, ça a été très 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 long en fait à avoir des premiers signes de sociabilisation. Et donc en fait, il y a un peu cette notion de poker en fait. C'est en gros parfois on a la chance d'avoir un chat déjà sociabilisé et c'est moins difficile, mais parfois non et en fait on choisit pas vraiment. Donc alors oui bien sûr au début il y a quand même comme je vous ai expliqué en fait c'est pas fait n'importe comment hein, le système de l'association. Il y a quand même des filtres qui sont faits pour que l'association elle vérifie en fonction des conditions d'accueil que ce soit un match qui soit quand même ok. Avec le chat qui est en cours d'adoption. Donc, par exemple, il vérifie si on a ou non des enfants, ce qui pourrait, par exemple, perturber plus ou moins des chats qui seraient déjà un peu stressés. Il vaut mieux pas d'enfants, par exemple, pour des chats stressés parce qu'ils seraient encore plus stressés. Enfin voilà, c'est ce genre de tests, de vérification qui est faite avant, mais malgré toutes ces vérifications, malgré d'essayer de poser un cadre le plus précis possible, ça reste quand même un espèce de coup de poker. Et du coup, déjà c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est que en gros c'est la preuve que même si on a eu l'impression de cadrer beaucoup son projet, en fait on peut pas tout savoir à l'avance. Et que parfois, mais sans le savoir, en fait, d'une personne à une autre, on va partir avec des meilleurs moyens, ressources. Ça va aller peut-être plus vite, moins vite. Mais dans tous les cas, voilà, si jamais ça va moins vite, il faut savoir aussi cultiver cette patience, savoir prendre son temps, persévérer, être déterminé dans le temps, même si les signes sont lents, même si la progression est faible. À la fin, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment 1000 fois le coup, je vous l'assure. Ça, c'est une première leçon. Et deuxième, et un peu en tout cas dans le même ordre d'idée, ce qui m'a fait tenir aussi à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut faire tenir aussi dans l'entrepreneuriat, clairement. C'est que à ce moment-là, moi, ce qui me faisait tenir aussi, c'était vraiment mon pourquoi. C'était vraiment, je savais que je voulais aider, je sais pas comment le dire, mais c'était dans mes tripes en fait que j'aimais cet animal, je voulais vraiment l'aider, l'accompagner à ce qu'il puisse trouver sa famille pour la vie. Et c'était ça mon moteur qui était ultra puissant en fait, qui me permettait de tenir, d'être hyper patiente pendant toutes les jours et les semaines où je voyais pas du tout le chat en fait, où il était complètement aux abonnés absents. Ensuite, un autre truc aussi, une autre leçon de cette expérience-là, c'est finalement ce que j'appelle en fait de donner de l'amour et nous le rendre fois 1000. Donc alors oui, non, c'est pour ceux qui se posent la question, non, bien sûr, je ne câline pas mes clients. Mais c'est un peu le même principe dans cette expérience-là. Je vais vous expliquer, c'est que en fait, à ces chats que j'accueillais, j'ai donné une dose d'amour avant même qu'ils ne soient capables d'en recevoir ou d'en donner. Enfin, en tout cas, d'en donner. La première urgence chez eux, c'était déjà bien souvent en fait d'être rassurés, d'être calmés parce qu'ils venaient d'enchaîner plusieurs situations stressantes entre le fait qu'ils aient été attrapés ou peut-être avant qu'ils étaient peut-être battus, maltraités, qu'ils étaient peut-être maltraités. En tout cas, voilà. Il y a eu cette situation-là. Ensuite, il y a les rendez-vous veto aussi pour vérifier des soins, pour vérifier les vaccins, pour vérifier plein de choses. Ensuite la partie cash dans l'association ou petite pièce de petite locale en tout cas où il y a plusieurs chats. Bref, en gros il faut comprendre que quand le chat arrive en famille d'accueil, avant tout il a besoin d'une chose, c'est de déstresser,
avant d'être capable de passer à autre chose, parfois même avant d'être capable même simplement de manger, qui est pourtant un besoin primaire. Mais il n'est pas rare que les premières 12 heures, 24 heures, ou en tout cas que le chat sorte que la nuit, par exemple, au début, pour aller manger, parce qu'en fait, il est très stressé, il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas. Et donc, du coup, moi, pendant ce temps-là, j'ai répondu au maximum à leurs besoins de tranquillité. Je savais aussi ça, donc éviter d'être dans des environnements qui font peur, éviter les bruits violents, potentiellement ouvrir peu à peu les espaces. Après, nous, on a un petit appartement, mais dans l'idéal, c'est aussi ouvrir peut-être pas tout, si vous êtes en maison, toutes les pièces en même temps, simplement qu'il ait le temps de se faire à une partie de la pièce, enfin de l'espace avant de continuer à se faire à une autre partie de l'espace, etc., etc. Et j'ai pas du tout insisté, par exemple, pour faire des câlins ou quoi que ce soit les premiers jours, ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment que déjà on réponde aux premiers besoins qui sont de déstresser, de se calmer, de s'hydrater et de manger. Et par contre, au fur et à mesure, en fait, des jours, je gagnais un petit centimètre par un centimètre. Il y avait une petite victoire. Au début, c'était le premier jeu, par exemple, quand je voyais une papette sortir de sous le lit pour jouer avec le plumeau que je tendais. C'était déjà un premier pas qui était gagné. Ensuite, ça pouvait être déjà de voir un petit bout de museau ou de le voir rentrer dans la même pièce que là où on était, etc., etc. Enfin, toutes ces étapes que je vous ai dit aussi, que je vous ai raconté aussi plus tôt. Et puis très vite, en fait, tout cet amour que j'ai donné, cette patience que j'ai donné, en fait, il me l'a rendu fois 1000. C'est vraiment un truc de dingue. Je pense que pour illustrer ce podcast sur Instagram, je mettrai une des photos, de Scarlett par exemple. Vous verrez les yeux qu'elle a. Enfin, ils sont juste remplis d'amour en fait. Et le parallèle que je fais par rapport à ça, c'est que, en fait, comme en entrepreneuriat, ça peut être parfois très ingrat, surtout le début. Le début, lorsqu'on lance quelque chose, qu'on lance un produit, qu'on lance un service, qu'on se lance tout court, en fait, aussi. En fait, il va se passer peut-être un temps où on a l'impression de fournir plein d'efforts sans voir de résultats ou en voyant très très peu de résultats. Et en fait, je pense que déjà il faut vraiment être accroché à son pourquoi, comme je vous disais aussi, pour pouvoir être déterminé à continuer à faire les efforts. Mais de deux, il faut se dire aussi que pendant toute cette période-là, un peu, et d'ailleurs on en parlait avec Aline dans l'épisode sur la traversée du désert, je vous mettrai un lien. Mais pendant toute cette période-là, en fait, vous faites pas rien. Vous semez des graines aussi. Nous, on sème des graines tous, en fait, pendant cette période-là. Et en fait, c'est des graines qui vont mettre un peu de temps à prendre, mais au final, qui vont vraiment créer un lien de confiance aussi avec les personnes qui apprennent à nous connaître, qui apprennent à savoir qui on est, qui apprennent à savoir quel service on vend, et puis du coup, qui apprennent à un moment donné à oser, en fait, faire le premier pas et remplir entre guillemets le contrat de ce lien de confiance à deux, dans les deux sens en fait. Donc voilà, ça peut prendre du temps, mais c'est du temps qui est nécessaire pour établir quelque chose aussi qui sera solide par la suite. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a sans doute aussi plein de choses que j'oublie, mais c'est déjà un premier partage. En tout cas, je serais ravie si jamais certains d'entre vous ont envie, par exemple, de discuter plus avant de cette expérience avec moi. Peut-être que si vous posez des questions aussi, peut-être pour devenir bénévole vous-même, devenir famille d'accueil ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions parce que du coup, on en a clairement besoin. Enfin, les associations en ont clairement besoin. Ça a une vraie utilité et croyez-moi, c'est une superbe expérience aussi. À faire de rendre ces petits loulous aussi heureux et de les accompagner avant qu'ils trouvent leur maison pour la vie. Voilà, donc cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié, même s'il est un petit peu différent d'habitude. Et je vous encourage à visiter le site, donc www.podcaston.org, podcaston podcaston.org, donc www.podcaston.org. Je remettrai le lien dans la description.
Donc je vous encourage à aller visiter ce site pour découvrir, vous allez voir, plus d'une centaine d'associations à travers aussi d'autres excellents podcasts qui, en fait, chaque podcast aussi parle d'une association qui lui tient à cœur. C'est aussi du coup l'occasion pour vous, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour la Confédération nationale défense de l'animal dont je vous parle aussi dans ce podcast. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. Donc je mettrai toutes les infos dans la description, vous allez retrouver le site du Podcaston. Je vous remettrai aussi le nom de l'association du coup que je soutiens par cet épisode-là et qui défend le bien-être des animaux. Je compte sur vous pour au moins aller visiter. Et puis si vous pouvez faire un don ou peut-être même peu importe si c'est faire un don, mais il y a aussi d'autres manières de faire pour vous pouvez les encourager. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, merci pour vous, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, merci à vous pour votre fidélité sur ce podcast-là, ou si vous avez découvert l'épisode, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou au podcast pour continuer de recevoir les épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter qui sort à chaque podcast et dans laquelle du coup je vous invite à découvrir des coulisses du podcast ou des astuces, des éléments en plus. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.